Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être aujourd'hui avec vous pour animer cette masterclass sur un concept, et même plus qu'un concept, la pratique de l'IA durable, qui est vraiment un ensemble d'idées et de pratiques qui nous semblent incontournables au moment où l'intelligence artificielle accélère comme jamais. Je suis Jean-Baptiste Bouzy, je suis fondateur et président d'Equimetrix, qui est une société que j'ai fondée avec trois associés il y a une quinzaine d'années, et qui a pour mission de délivrer des solutions de data science for business. Donc, un petit peu d'anglicisme, mais vraiment donc d'utiliser la data science, des modèles, pour répondre à des questions de business les plus complexes, les plus sophistiquées de nos clients. Nous intervenons aujourd'hui depuis 4 bureaux, Paris, Londres, New York et Hong Kong. Le chiffre le plus important finalement, c'est qu'en 15 ans d'existence, nous avons délivré grâce à ces solutions plus de 5 milliards de gains pour nos clients. À quoi ressemble une solution? Vraiment en 2 secondes, plutôt pour vous dire le recul qu'on a sur ce sujet-là et les expériences qu'on a, puisque nous avons délivré plus de 1000 solutions industrialisées pour nos clients. Une solution, il faut voir cela comme des actifs technologiques déployés chez le client et qui vont finalement être insérés dans des processus métiers. Et donc ça peut aller de la gestion d'un ROI marketing et vente et son optimisation, de la prévision, jusqu'à des moteurs data pour un cœur de métier sur de l'asset management par exemple. Aujourd'hui, dans nos métiers, se posent de nombreuses questions sur la place de ces technologies. Et quand on recherche, en fait, ces termes d'intelligence artificielle, on est très très vite noyé par, et là j'ai mis un extrait de ce qu'on peut trouver, par tout ce que peut faire l'intelligence artificielle. Et ce qui est assez marrant, c'est de voir que souvent quand on a ces titres d'articles qui disent bluffant, innovant, etc., et qui disent ce que peut faire l'intelligence artificielle, on est souvent sur des usages qu'on appelle très verticaux, c'est-à-dire très étroits. Et qui finalement nous montre bien l'étendue du chemin avant d'avoir une intelligence artificielle dite généralisée, capable de vraiment avoir l'agilité d'un cerveau, puisque l'image de l'intelligence artificielle, c'est de se rapprocher du cerveau. Et puis là, j'ai trouvé un titre qui résumait aussi toute la question du moment, puisque, comme vous le voyez, il y a quelques jours, on parlait beaucoup de cette nouvelle intelligence artificielle capable de faire des résumés de texte, qui est basé sur ce qu'on appelle les foundation modèles, donc qui sont les modèles les plus puissamment entraînés. Et en fait, on voit dans le sous-titre vraiment toute la question qui se pose, puisque dans le sous-titre, on dit que ce sont des modèles qui atteignent parfois le niveau d'un résumé de qualité moyenne écrit par un humain. Et ça nous pose toute la question de cette course. Aujourd'hui, je pense que la question qu'il faut se poser, plutôt qu'une question de course à l'armement finalement de l'algorithme le plus puissant ou le plus rapide, c'est changer le paradigme de la phase de découverte qui était qu'est-ce que l'IA peut faire à ce que l'IA doit faire. Parce qu'il y a une question de où l'utiliser, comment l'utiliser. Parce que le mythe de la Silicon Valley qui veut que principalement on se dise que plus on a de data, plus on a de puissance de calcul, plus on sera à même de répondre n'importe quelle question mieux qu'un humain, il a de fortes limites. Il y a de fortes limites. Nous, dans notre ADN et nos croyances, ça n'a jamais été notre credo. Mais on voit bien qu'il y a des forces qui sont à l'œuvre et qui vont faire atteindre des limites à système assez naturellement. Les forces, c'est ce qu'on appelle la force de l'interne, c'est-à-dire finalement vos employés, toutes les personnes qui cherchent du sens, qui veulent une éthique dans le travail, donc qui veulent comprendre comment maîtriser ces techniques-là. La même chose côté consommateur, la pression de la demande pour des produits éthiques, pour aussi avoir une maîtrise par exemple sur ses données personnelles. Et puis les effets de réseau qui font que les pionniers sur ces sujets-là
de l'IA durable vont entraîner tout l'aval et l'amont de leur chaîne de valeur et donc vont demain demander à leurs fournisseurs et à leurs clients vont entraîner leurs clients et vont demander à leurs fournisseurs de suivre les mêmes règles. Et donc finalement, il y a énormément de débats aujourd'hui autour de questions ou d'oppositions qui semblent peu conciliables. Certaines autour de la régulation. Très récemment, le projet de régulation sur l'intelligence artificielle de la communauté européenne a fait beaucoup débat avec, par exemple, un Eric Schmidt, ancien patron de Google, qui pensait qu'il était trop tôt pour réguler. Et donc se pose cette question, faut-il réguler maintenant ou laisser faire réguler maintenant, c'est peut-être brider le champ des possibles. Mais laisser faire, c'est peut-être aussi aller très très loin dans les zones grises et avoir beaucoup de mal à revenir en arrière. Donc c'est une première opposition à trancher. Une deuxième opposition à trancher, c'est doit-on viser toujours plus de puissance des algorithmes alors qu'on voit que leur consommation, notamment d'énergie, croît exponentiellement et beaucoup plus vite que ce qu'on est capable de gagner en gain justement sur ces consommations d'énergie, en efficacité, en productivité. Et donc se pose la question de jusqu'où aller dans la puissance ou faut-il préférer des approches frugales. Et puis la dernière question à trancher, c'est une question éthique. Une question éthique ou de la priorisation de l'éthique par rapport au business, qui est probablement celle où, in fine, on verra que c'est moins une question de trancher que de savoir concilier. Mais il est assez étonnant de voir récemment des articles qui ne prennent la réglementation à venir que comme un poste de coût et non pas comme une opportunité de se poser les bonnes questions et de créer encore plus de valeur. Et donc, est-ce que finalement, éthique et impératifs économiques sont conciliables ? Donc aujourd'hui, je vais essayer d'un peu zoomer sur ces trois paradigmes, essayer de les illustrer, de voir quelles sont les questions évidentes ou moins évidentes qui sont derrière, et partager des convictions et des bonnes pratiques pour une IA durable et raisonnée. Donc la première question, c'est la question d'une IA durable. L'IA durable, c'est une IA éthique. Donc quel est l'impact sociétal de l'IA ? En tant qu'acteur pionnier et leader sur ce secteur, on ne peut plus se permettre de nier le rôle du data scientist sur la société. Je dis qu'on ne peut plus se permettre parce qu'il y a quelques années, quand je parlais à des amis de promotion qui étaient devenus quant en finance, au moment de la crise, ils me disaient oui, moi je fais que des modèles, c'est pas à moi de savoir ce qu'on fait avec ces modèles. Je pense qu'aujourd'hui, et justement parce qu'il y a eu cette crise, notre devoir en tant que data scientist, c'est justement d'être conscient de ce qu'on va faire des modèles, de leur portée et de l'impact que ça peut avoir sur nos sociétés. Et cet impact-là, cette question d'éthique en IA, on peut finalement la catégoriser en quatre grands mots. La responsabilité, c'est ce dont je viens de parler. En tant que data scientist, comment j'envisage ce qui va être fait avec mes algorithmes. Voilà. Quel est l'impact que je vais avoir. Transparence, c'est une question de savoir dire ce qu'il y a dans les algorithmes, le pourquoi on prend telle décision avec tel algorithme. Et ça, c'est un débat très très fort dans la communauté entre les tenants d'une IA qui peut être black box, mais qui peut aller faire chercher quelques points de performance statistiques en plus par rapport à une IA interprétable, sur laquelle on est capable d'expliquer pourquoi on aurait pris telle ou telle décision. Équitable, avec notamment toute la notion de biais. On connaît des biais qui ont été très médiatisés, notamment les biais sur ce qu'on appelle les sets d'apprentissage. Donc quand vous apprenez, vous entraînez un algorithme sur des jeux de données, notamment des images qui sont non représentatives de la population, vous pouvez avoir un gros biais dans l'algorithme et reproduire finalement des biais. Donc par exemple la sous-représentation des minorités sur les photos sur Google Images peut provoquer, si vous entraînez un algorithme de prescription de produits de soins sur ces images-là, peut entraîner des biais de recommandation et de la discrimination.
De la même façon, Amazon a stoppé son projet d'IA sur la sélection de CV, sur un premier tour de sélection des CV, parce qu'ils se rendaient compte que ça pérennisait des biais humains plutôt que de les réduire. Et puis confidentialité, celui-là on a beaucoup parlé, notamment avec le GDPR, tout ce qui est privacy en anglais, et donc la notion notamment de consentement des consommateurs. Ces points-là, certains sont très respectés, très regardés, notamment les deux derniers, côté équitable et confidentialité. D'autres sont beaucoup plus... c'est une question de philosophie d'approche. On peut aussi avoir certains qui sont liés. Je pense que le côté responsabilité et confidentialité, par exemple, ont du sens quand on sait que doit-on se permettre, peut-on se permettre d'utiliser des algorithmes d'IA pour contourner les règles de privacy. Exemple très simple, vous avez des applications qui ont activé, pour lesquelles vous avez donné votre consentement pour de la géolocalisation. Est-ce que vous avez donné votre consentement pour qu'on utilise cette donnée pour reconstruire par exemple une donnée de foyer, c'est-à-dire lier votre compte à un compte d'autres personnes dans votre famille et donc utiliser les données des autres personnes au sein d'un foyer et donc avoir une recommandation groupée. Probablement que c'est quelque chose pour lequel, un, vous n'avez pas donné votre consentement et deux, sur lequel vous n'êtes probablement pas très très chaud. Aujourd'hui, notamment aux États-Unis, c'est une pratique très répandue d'utiliser cette sorte de proxy, d'utiliser des données sur lesquelles vous avez donné votre consentement pour reconstruire des données ou essayer d'approcher des données sur lesquelles vous n'êtes pas prêt à donner votre consentement. Et donc ça, on voit bien que ça nécessite des chartes de bonne conduite. Il y a des initiatives, on va dire, de la communauté pour cela, mais aussi nous, en tant que practitioners, en tant que data scientist, on se doit de fixer ces règles-là. Il faut avoir pour ces choses-là une approche très très humble. Et donc se dire qu'on a une chance aujourd'hui, c'est que toute l'innovation sur notre secteur est très très open source. Cette notion de communauté est extrêmement puissante. Et donc ça nous permet de très vite monter en compétence sur ces sujets-là. Et donc, avoir l'humilité de dire qu'au lieu de vouloir tout réinventer, on va d'abord essayer de bien comprendre. Donc, prendre conscience du phénomène. Donc là, par exemple, les mappings des biais cognitifs. Comprendre comment cela fonctionne. Comprendre sur des cas pratiques d'où cela vient. Puis s'exercer. Essayer de voir comment on peut introduire, par exemple, des algorithmes qui vont débiaiser certaines approches. Et puis ensuite, quand on commence à avoir un bon niveau, contribuer, partager. Sur ces sujets d'éthique, il ne faut pas le penser comme un avantage compétitif qu'on va garder pour soi. Et donc nous, typiquement, on s'est vite senti obligé sur ces librairies finalement d'algorithmes pour renforcer l'approche éthique, de partager ça avec la communauté via des communautés comme Datacraft qui sont assez ouvertes. Et donc on lancera officiellement bientôt un site qui s'appelle Equilab, dans lequel ces librairies sont à disposition de toute la communauté de data scientists pour être utilisées et avoir ce type d'approche. Ça s'accompagne aussi d'une démarche, à avoir une démarche d'information et de formation en interne pour comprendre, parce que comprendre, prendre conscience, voir aussi quels sont les biais cachés par exemple, c'est quelque chose d'extrêmement important avant de s'attaquer à la pratique et aux bonnes pratiques de code. Et donc c'est des choses qui sont absolument essentielles aujourd'hui quand on veut bien comprendre les risques qu'on peut courir si on n'aborde pas cette question d'éthique. La seconde conviction, c'est qu'une IA durable est une IA qui se soucie de son impact, et notamment de son impact environnemental. On a une explosion absolument exponentielle, et donc là on voit les différents standards jusqu'au dernier GPT-3 et GPT-4, les derniers standards d'intelligence artificielle, et on voit en ayant écrasé complètement l'échelle, donc c'est pas à l'échelle qu'on multiplie en quelques années peut-être par 10 000 la puissance des algorithmes, et donc là ce qu'on représente c'est le nombre de paramètres dans les modèles d'IA qui est directement corrélé à la consommation d'énergie de ces paramètres-là. Et donc on a une explosion de la consommation d'énergie qui est d'ailleurs une bonne façon de mettre en relief
la réelle puissance de l'intelligence artificielle par rapport au cerveau, parce qu'en fait, on se rend compte qu'en termes de consommation, on parle de 190 000 kilowatts pour les algorithmes qui sont censés s'approcher du cerveau et qui en sont encore loin, comparé à 500 watts pour un cerveau. Donc le cerveau a une agilité et j'aime bien l'expression que j'avais entendue de la bouche d'un neurologue qui disait comparer l'intelligence artificielle à un cerveau, c'est comparer un Airbus à un oiseau. Les deux volent, mais il y a un seul des deux qui peut se poser sur une falaise. Et c'est vraiment comme ça que le cerveau fonctionne. Et donc ça pose vraiment la question de comment aborder cette question de la puissance pour ne pas faire exploser la facture énergétique, on va dire, et pour avoir ce qu'on pourrait appeler la juste excellence. Comment être excellent avec le minimum. Et ça, c'est pareil, c'est des processus. Ça commence souvent par suivre, être capable de mesurer son impact, qui est une chose pas évidente si on veut le mesurer de bout en bout. Les providers de cloud mettent de plus en plus de solutions à disposition, à la fois pour mesurer et optimiser, faire tourner les algorithmes sur des data centers alimentés par de l'énergie propre au moment où cette énergie propre est produite, par exemple. C'est aussi, c'est un endroit où on se rend bien compte que on ne peut pas, toute la solution n'est pas technologique. Voilà. C'est exactement pareil que pour les conclusions du GIEC. Tout ne passe pas par de la technologie, et penser que la course à la technologie nous permettra de résoudre les effets, les externalités négatives de la technologie, c'est probablement une erreur. Et donc ça passe aussi par ce qu'on appelle, nous, la frugalité, enfin ce qui est un terme assez utilisé aussi dans la communauté, c'est-à-dire toujours se poser la question, est-ce que je peux me passer d'IA ? Est-ce que je peux utiliser des modèles plus simples ? En gros, est-ce que je ne suis pas en train d'utiliser le bazooka pour tuer une mouche ? Et donc toujours avoir cet ajustement entre la juste force de frappe et le problème qu'on cherche à résoudre. Et puis là où on a une question plus technologique, c'est déployer ne pas se dire qu'une fois qu'on a un bon modèle, le travail est fini. C'est ensuite avoir soit des modèles, soit tout un travail d'affinement pour que le modèle en production, à long terme, soit plus économe. Récemment, pour une grande marque de cosmétiques française, nous avons, à partir de l'algorithme initial, économisé 95% d'énergie en finalement raffinant l'algorithme avec ce type de technique. Alors ça nous permet effectivement, à notre échelle, depuis qu'on s'intéresse au sujet, donc en interne, sur l'ensemble de nos algorithmes qui tournent pour nous, chez nos clients, notre consommation, d'avoir réduit de plus de 70% notre consommation énergétique, donc notamment via le cloud. Et pourtant, ce n'est pas qu'un sujet tech. Il faut avoir encore une fois conscience que c'est essentiellement un sujet qui peut se traiter très très en amont. C'est pour ça que je parle ici du pouvoir du pourquoi. Pourquoi je vais utiliser de l'intelligence artificielle ? Qu'est-ce que je cherche à résoudre ? À quel moment le faire et à quel moment il y a beaucoup d'humains ? Quelles sont les boucles d'interaction ou d'aller-retour entre l'humain et l'intelligence artificielle ? Et qu'est-ce que ça me permet d'économiser ? Il y a une deuxième chose dont il faut bien avoir conscience, c'est que finalement, alors même que nous, on est un leader européen sur ce sujet-là, notre consommation et notre empreinte carbone, elle est minimale par rapport à ce que nos projets peuvent créer quand ils sont mis au service d'approches durables. Donc là, on voit, nous, une empreinte carbone chez Equimetrix sur un an, avec tout ce qui tourne chez nous. C'est environ 600 tonnes d'équivalent CO2. Un projet, comme je vais vous présenter plus tard dans le secteur de la presse, c'est 2000 tonnes économisées sur un projet, un de ces 1000 projets. Un projet pour un gestionnaire de bureau, c'est 40 000 tonnes économisées. Et notre objectif à moyen terme, un horizon 3 à 5 ans, c'est d'arriver à 1 million de tonnes économisées sur notre portfolio de clients. Ça ne nous dispense pas de travailler et de nous-mêmes suivre finalement les objectifs
qui sont imposées aux États, hein, de réduction progressive de nos émissions, alors même qu'on va complexifier nos assets technologiques. Donc ça, c'est à la fois un devoir pour nous. On ne veut pas se racheter une conscience finalement en économisant du carbone chez nos clients. C'est aussi un devoir d'exemplarité et un devoir aussi pour se faire la main. C'est comme ça qu'on va découvrir, c'est en optimisant ce qui se passe chez nous, puisqu'on est exposé au quotidien, qu'on trouvera les meilleures solutions pour optimiser ce qui se passe dans notre écosystème. Et encore une fois, pouvoir le diffuser en open source dès qu'on touche à des choses qui vont servir la société. Ça nous fait une bonne transition vers la troisième question, qui était la question, et notamment la conviction qu'une IA durable est une IA qui pérennise la valeur et l'impact pour les entreprises. La technologie a donné un mauvais prisme d'entrée dans nos sujets. Parce que la technologie va vite pousser à des comportements d'investissement sur des outils dont une grande partie ne sera pas utilisée. Et une des choses qui l'illustre le mieux, c'est le Hype Cycle Gartner. Donc vous pourrez regarder, chercher ça sur Google. Le Hype Cycle Gartner, c'est une façon de représenter chaque année toutes les technologies sur un cycle qui, en gros, va des early adopters, donc des premières personnes à adopter une nouvelle technologie, puis ce qu'ils appellent un pic des inflated expectations, c'est-à-dire des attentes démesurées, souvent et quasiment toujours suivi malheureusement de ce qu'ils appellent le puits de la désillusion, pour enfin, après quelques années, avoir des technologies qui arrivent à maturité, pour certaines d'entre elles, et qui permettent d'être sur ce qu'ils appellent un plateau de productivité. En fait, cette courbe, elle résume tout ce qui n'est pas durable dans les initiatives technologiques de nos clients, c'est-à-dire le surinvestissement sur ce qu'on appelle des proof of concept, donc des prototypes qui n'auront pas de lendemain. Et c'est bien d'avoir en tête quand même ici que 75% aujourd'hui des projets data ou d'intelligence artificielle ne dépasseront jamais le niveau de prototype. C'est-à-dire que c'est des projets qui en gros sont morts dans l'année. Le deuxième sujet, c'est ce qu'on appelle le puits de la désillusion, c'est tous ces projets qui n'aboutissent pas, ou si ces projets qui ont été très prometteurs en phase de prototype, mais qui n'ont jamais créé de valeur, qui n'ont jamais pu passer à l'échelle. Donc ça, souvent on parle de dette technique de l'intelligence artificielle ou du machine learning. Et ça, en fait, si vous regardez à 3 ans le nombre de projets data ou d'intelligence artificielle qui sont encore en train de tourner, qui sont adoptés et qui produisent de la valeur chez les clients, en fait, vous êtes à moins de 5% de tous les projets d'intelligence artificielle qui ont été lancés. Donc, vous voyez bien ici l'énorme gap entre tout ce qu'on lit en presse ou tous les jours, n'importe quelle boîte qui sort aujourd'hui dit qu'elle a un moteur d'intelligence artificielle, et la valeur qui est réellement créée à long terme. Et là, on parle quand même d'un marché data et analytics qui pèse, en fonction de la définition de son paramètre, entre quelques dizaines de milliards de dollars, voire même entre 100 et 200 milliards de dollars. Donc si vous imaginez que sur ces sommes investies, il y a seulement 5% qui va créer l'impact durable chez les clients, vous voyez toute la déperdition forcément d'investissement, mais aussi des outils surcalibrés qui vont tourner, qui vont aussi avoir un coût environnemental élevé. Et donc tout le sujet, en fait, c'est de lisser ces étapes-là, et voire même de se reposer cette question du pourquoi, de ce qu'on appelle créer des avantages compétitifs durables. Revenons à la coupure de presse que j'exposais au tout début sur cet algorithme où le titre disait bluffant, un algorithme qui arrive parfois à obtenir un résumé de niveau moyen pour un humain. Les entreprises, quand elles investissent dans l'intelligence artificielle, c'est pas pour être moyenne et encore moins l'être parfois, c'est pas pour être comme tous leurs concurrents, c'est pour créer des avantages compétitifs. Et donc là, il faut revenir à des choses de bon sens, très très simples, des frameworks, des mots comme ça, UUU, qui sont des choses vieilles comme le monde, notamment en IT, et se dire,
l'IA durable, c'est celle qui se pose les bonnes questions et dans le bon ordre. La première question à se poser, c'est le pourquoi. Que cherche-t-on à optimiser? Et donc là, j'aime bien l'idée de performance de l'intelligence artificielle en contexte. Nous autres ingénieurs, on a parfois ce défaut d'avoir des œillères et d'optimiser la performance mathématique théorique. On vit dans un monde où les conditions théoriques des algorithmes ne sont jamais réalisées. Et donc, quelle est la performance en contexte? Et c'est là où on revoit que des notions éthiques comme l'interprétabilité sont extrêmement importantes. L'année dernière, avec la situation qu'on a connue, les entreprises qui savaient interpréter leurs algorithmes et comprendre pourquoi, comment ils réagissaient à la crise, étaient plus puissantes, étaient plus en puissance, créaient plus de valeur que celles qui avaient des algorithmes boîte noire qui se mettaient à diverger sans savoir à quel endroit de l'algorithme il fallait apporter de la correction et qu'est-ce qu'on pouvait utiliser ou plus utiliser. Des algorithmes utilisables. Il y a les grands mots, les gros mots francisés, on va dire scalabilité, réplicabilité, bien sûr, restent des incontournables. Avec la maturité des entreprises aujourd'hui, il y a une vraie tendance à vouloir internaliser ces pratiques-là, ce qui pose des questions d'industrialisation, donc de passage à l'échelle, qui sont extrêmement importantes. Et donc nous, c'est ce qu'on appelle l'industrialisation par design, c'est-à-dire comment dès les premiers moments, les premières questions qu'on se pose, on pense au contexte d'architecture, au contexte de déploiement, pour amener ces algorithmes à l'échelle et pas se retrouver avec un prototype qui marchait sur un sous-périmètre, mais qui en termes de puissance de calcul, de temps de réponse, ne passe pas à l'échelle. Il faut tout de suite être dans ces notions-là. Et puis utiliser, c'est-à-dire que c'est beau d'avoir un algorithme qui est techniquement très bon, qui est scalable, mais encore faut-il créer la capacité côté client de l'adopter. Et donc c'est du training y compris sur la portée et les limites. Et notamment, j'insiste sur les limites de ces outils-là. On a souvent deux phases chez les gens qui sont pas des spécialistes. Une phase de c'est pas un algorithme qui va m'expliquer mon métier. Puis après, une phase presque de trop y croire et de se dire le truc est magique, est-ce que ça peut me dire ce qui se passe si demain j'ai une 5e vague du Covid et puis qu'en même temps il faut savoir comprendre les limites et quand est-ce qu'on doit faire pleinement confiance à l'algorithme et quand est-ce qu'il faut remettre beaucoup d'humains. Et en conclusion, ce que je trouve la façon dont il faut dépasser ces trois convictions et les questions du départ, c'est que il faut se rendre compte que dans le débat, on oppose beaucoup ces termes-là. On se dit, est-ce que je dois être éthique ou est-ce que je dois penser au business ? Oui, mais si j'ai une AI frugale, j'irai moins loin. Si je consomme moins, ça va me limiter. Alors qu'en fait, tous ces objectifs peuvent souvent être conciliés et être encore plus puissants. Notamment, encore une fois, par les forces finalement de demande de sens des employés, mais aussi la pression des consommateurs pour avoir des choses qui, elles aussi, sont durables. Et donc, la création de valeur viendra de là. Il y a un cas récent, et si vous voulez la présentation complète de ce cas par notre excellente senior manager Soline au salon du Big Data, ça se trouve facilement. C'est un cas qui a été que nous avons réalisé pour UHM. C'est un cas qui nous tient à cœur parce que c'est repenser ce qui est le cœur d'un métier qui est fragilisé aujourd'hui, qui est la distribution de presse. Donc UHM est un distributeur notamment de beaucoup de titres de presse enfants. C'est un secteur qui est extrêmement bousculé, comme vous le savez, avec des audiences qui ont beaucoup perdu, des recettes publicitaires qui ont énormément chuté, et qui est face à un défi en termes de prévision énorme, puisqu'on parle d'une distribution extrêmement granulaire dans des points de vente, et donc parfois sur des assortiments avec des très faibles nombres de numéros. Et donc l'optimisation de ces modes de distribution est absolument vitale pour eux parce que les invendus ont un coût énorme et c'est un coût économique mais aussi un coût écologique puisque c'est du papier qui aura été détruit. Voilà. Et donc, encore une fois, je vous invite à aller voir le business case sur le salon du Big Data, sur leur site. Ce qui est assez révélateur dans cette approche et qu'on va avoir de plus en plus souvent, c'est qu'on se rend compte que les objectifs
de durabilité, tant au niveau technologique, mais surtout ici au niveau environnemental et les objectifs business, sont non seulement conciliables, mais se renforcent entre eux. Et finalement, comme le why le pourquoi était bien défini, on arrive à un cas où on va produire 10 points, un gain de 10 points de marge, de 6 points sur les ventes, et réduire de 25% le papier utilisé. C'est un cas qui pour nous est emblématique de ce que doit être une approche de l'intelligence artificielle demain, c'est-à-dire non seulement s'attaquer à des questions business, mais toujours se poser la question derrière comment je vais avoir un AI for Sustainability, des algorithmes qui vont permettre d'avoir également un impact environnemental. Et une vraie définition, ce terme d'impact dans le milieu ESG est extrêmement important. Voilà, et donc le dernier mot sera pour la place spécifique que la France et l'Europe ont à jouer sur ces sujets-là. On voit bien que dans les questions à trancher, j'ai un petit peu caricaturé, mais il y a une approche très Silicon Valley avec une croyance énorme en la capacité de la technologie à répondre à toutes les questions et à même résoudre les inconvénients ou le mauvais côté de la technologie sur le côté énergétique, etc. Une croyance à l'autorégulation ou à la capacité à naviguer dans la zone grise. Je pense que l'Europe, par sa culture, par son histoire, a un rôle énorme à jouer. Et c'est maintenant qu'il se joue, parce que si on le joue trop tard, si les zones grises s'est trop développé, ce sera un rôle finalement plutôt de gendarme et de compliance. Alors qu'aujourd'hui, si on le prend très en amont, on peut avoir une logique d'investir sur l'innovation, on peut avoir une logique de créer des communautés et de partager des bonnes pratiques dans ces communautés. Ce n'est que le début de cette réflexion. Comme je vous l'ai dit, il faut avoir une approche très très humble. Et tout en étant une des entreprises les plus exposées à ces sujets-là, on sait que pour nous, c'est le début du chemin. Les mois qui viennent, je vous invite à nous suivre sur notamment LinkedIn pour voir tout ce qui va sortir, parce qu'on va énormément accélérer. Notre offre justement d'AI for Sustainability est en train de sortir aujourd'hui et va venir nourrir toutes nos offres existantes, parce que c'est pas seulement avoir un sujet à part qui traite d'environnement, c'est aussi se dire dans chacune de nos questions comment on peut avoir cet impact-là. Je vous ai parlé du Equilab qui est ces librairies open source et animer la communauté. C'est notre devoir de partager ce qu'on fait dès qu'on touche à des sujets sur la durabilité et l'impact sociétal de nos sujets. Et puis notre propre événement en fin d'année où probablement que le thème, et c'est même sûr, sera autour de l'IA durable et où on vous attend également. Il est temps de conclure, de regarder si j'ai reçu des questions sur mon portable. Alors, quelles sont les ressources à recommander pour se documenter sur le fonctionnement de l'IA et l'IA durable ? Plus que des ressources, on va dire papier, même s'il y a des très bons bouquins sur un petit peu, on va dire un peu plus économique ou politique sur cette question de puissance par rapport à une question de frugalité et cette question aussi, on va dire, de privatisation des règles, parce que quelque part la puissance aujourd'hui, les moteurs d'innovation sur l'IA sont plutôt chez les GAFA. Et donc, jusqu'où on laisse les GAFA prendre entièrement la main sur ces sujets-là. Je pense qu'il faut aller dans la communauté, alors y compris pour les non-spécialistes. Il y a des blogs très intéressants à suivre. On pourra probablement en commentaire de la vidéo poster quelques papiers intéressants. Il y a aussi des communautés. Il y a Substrat qui fait des choses vraiment extraordinaire en termes de définition des standards d'excellence sur ces sujets-là et aussi savoir s'auditer et donc mesurer sa progression sur ces sujets-là. Et donc, mais il faut avoir en tête effectivement que on est vraiment dans un monde d'innovation qui est très très différent de ce qu'on connaissait il y a 10-15 ans, avec une logique de communauté et d'open source. Et donc un intérêt nul à vouloir tout réinventer et plutôt une forte traction pour partager, enrichir
Et finalement, nous, en termes d'innovation, on va être très très pointu juste sur les sujets sur lesquels on peut être unique et se nourrir beaucoup de la communauté sur le reste. Et donc les sujets où on peut être unique, nous, c'est la traduction au business, donc ça va être interprétabilité notamment, apprentissage sur des petits jeux de données, etc. Après, une question un peu plus sur quel pays avez-vous réussi à séduire en dehors de la France. Le sujet, franchement, les pays anglo-saxons aiment à dire qu'ils sont plus matures. Ils sont plus matures sur la tech, après sur l'algorithmique, et en témoigne le succès de nos profils aux États-Unis. On est très pertinent quel que soit l'endroit dans le monde, quoi. Donc déjà, on arrive à avoir aujourd'hui un succès de ces approches-là, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis, en Asie, où on est implémenté. On sert régulièrement plus d'une cinquantaine de pays. Et donc, qui sont séduits par cette approche. Les États-Unis, sur toutes les questions environnementales ou de responsabilité sociale, ont pas mal de chemin à rattraper et en même temps vont aller plus vite que tout le monde parce qu'on voit bien que c'est tout en haut de l'agenda des grands groupes, donc ça va accélérer très très fort. Donc, je pense qu'il y a des différences de philosophie, d'histoire qui font que peut-être des questions de privacy, on va avoir plus de facilité à parler en Europe qu'aux États-Unis, mais quand même directionnellement tout le monde y va. Donc il n'y a pas vraiment de barrières. Après, c'est plus des barrières classiques de faire grandir des entreprises à l'international et de grandir, mais on travaille déjà pour des grands groupes américains. Quelqu'un me demande comment, en tant que consommateur, on peut contribuer au développement de l'IA durable. Eh bien, c'est vraiment très proche de ce qu'on connaît avec toutes les questions sur la privacy, donc sur le consentement et GDPR. C'est-à-dire qu'en tant que consommateur, de la même façon que je disais que nous avions des devoirs, le consommateur a des droits et a le droit de poser des questions. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une phase transitoire qui n'est pas satisfaisante, où notamment on doit tous cliquer sur OK pour accepter tous les cookies, parce que tout le monde s'est senti obligé de demander un consentement, puis on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière. Ceci dit, on voit quand même une traction forte de demandes. C'est beaucoup autour de la privacy, que ça se joue sur l'IA durable, d'où viennent mes données, pourquoi elles vont être utilisées, est-ce que j'ai le droit de dire non ou de demander des comptes et de demander comment elle a été utilisée. Encore une fois, l'interprétabilité aide beaucoup. Moi, je pense que pour les entreprises, c'est un mauvais choix de chercher à prendre au piège son client. Et c'est encore là, dans la majorité des cas, on cherche à avoir un consentement le plus large possible. Je pense qu'il faut être très transparent sur ce qu'on fait des données et montrer à quoi ça va servir. Et donc, mon conseil, c'est plutôt mon conseil aux entreprises d'essayer de remettre beaucoup de leur ADN, beaucoup de leur positionnement de marque, de leur promesse qu'ils veulent défendre dans les algorithmes qu'ils développent, parce que ça leur permettra de ne pas avoir besoin d'aller sur des choses plus complexes. Pourquoi ? Parce que si vous savez à quoi ça sert et quelle valeur ça va vous créer, par exemple pour une prescription de soins, je parlais des algorithmes de prescription de soins, vous serez peut-être prêt à répondre à 3-4 questions si vous savez que ça sera utilisé juste pour ça et pour créer de la valeur d'une prescription comme vous pourriez avoir en boutique. Si on vous demande de donner toute la donnée pour tous les usages possibles sans vraiment savoir à quoi ça servir, vous n'irez pas. Et donc votre pouvoir et votre droit, c'est de dire non et d'aller chercher les marques qui le respectent. Et ça va quand même avoir un poids. Il y a quand même un point de basculement important que l'on sent aujourd'hui. Et donc, une dernière question. Avec notre expérience, quels sont les secteurs les plus impliqués sur l'IA durable ? Je pense que le secteur de la beauté et notamment un L'Oréal que nous accompagnons sur L'Oréal avec sa stratégie Beauty Tech qui a été très communiquée, qui est portée au plus haut niveau. Jean-Paul Agon, Nicolas Hieronymus aujourd'hui ont affirmé une ambition forte sur le sujet. Ces entreprises qui sont en pointe parce qu'elles s'emparent très en amont des questions de société
et elle cherche à être exemplaire et toujours au service d'une promesse de marque. Voilà. Et donc, nous, ce qu'on voit, c'est une vraie, une énorme énergie pour s'emparer de ces sujets-là et créer des usages vertueux. C'est certain qu'il y a certains secteurs qui vont avoir beaucoup plus de mal à s'emparer de ces sujets-là, où on va être beaucoup plus défensif. Je pense que la banque assurance est en train pourrait aller plus vite sur le sujet, par exemple. Et il y a en plus de nombreux usages à développer sur le sujet en termes de parcours client. Voilà. Mais voilà, et puis après, ceux qui sont peut-être un peu plus en retard, c'est ceux qui ont moins accès à la donnée client et qui du coup ont aujourd'hui une soif d'avoir accès à ces usages-là et donc n'en sont pas encore au stade de les penser de manière durable. Alors, c'est toujours mieux de partir d'une page blanche. Donc pour par exemple les marques de grande consommation qui ont peu de données clients, penser à des usages respectueux de ces règles-là pour être une bonne façon d'aborder le sujet de manière très très puissante et de ne pas être en retard. Alors une autre question, finalement c'est jamais la dernière, ça arrive. Comment considérer les sensibilités humaines dans les modèles? Alors là, ça devient un peu technique. Je pense que la façon de considérer la sensibilité humaine, alors déjà il y a plein de façons de comprendre ce terme, mais c'est par l'apprentissage. Et donc tous les cas, par exemple, où on a travaillé avec des clients sur ce qu'on appelle la pression de communication, c'est-à-dire le nombre de fois où un client est touché par une marque, sollicité, dans tous les cas on s'est rendu compte que les marques communiquaient trop. Et donc déjà, ça, tenir compte de la sensibilité, c'est se prendre du recul et laisser un peu respirer le client, et ensuite voir comment il réagit et adapter sa pression de communication. Les marques, c'est marrant parce que le monde le digital a apporté une capacité à mesurer des taux de retour, et donc beaucoup de marques sont rentrées il y a 10-15 ans dans un système très très industriel qui est de dire puisque chacun de mes emails a un taux de retour positif, si je me prive d'un email, je me prive de valeur. Et il faut que les marques réapprennent à tenir compte effectivement de la sensibilité des clients, parce qu'ils ont un peu oublié de regarder, de se poser cette question-là quand ils regardent les taux de retour, et de regarder individuellement des gens qui laissent passer tous les courriers. Et quand vous recevez 2-3 fois par semaine une offre pour partir en vacances du même transporteur, en fait vous regardez plus. Et ça passe par l'individualisation de cette notion de pression et de comprendre la réactivité. Mais c'est le monde de la technologie apporte en lui ce risque-là, ce biais, qui est de dire se laisser emballer par la magie de la promesse technologique, et du coup se mettre un peu des œillères sur des choses évidentes, qui est par exemple le ras-le-bol des consommateurs. Et donc là, revenir aussi à beaucoup de bon sens, se mettre dans les baskets du consommateur et se dire quelle est sa sensibilité, quelles sont les questions que je dois me poser, et donc pour nous, les transcrire dans les algorithmes et dans la façon de regarder leurs performances pour avoir des indicateurs. Et cette fois-ci, je pense que c'est fini pour de bon. Pile à temps, tout ça est bien fait. Et donc je vous remercie pour votre attention, et j'espère que vous creuserez ce sujet de l'IA durable et que vous ferez valoir, si vous êtes un consommateur, vos droits à un respect de ces règles-là, et si vous êtes un côté data scientist, que vous vous attacherez à ce devoir d'être exemplaire et de participer à la communauté sur le sujet. Merci.